Bienvenue au débat. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un phénomène complexe, fascinant et, il faut bien dire, profondément polarisant qui a récemment émergé en Belgique francophone, plus précisément au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On va décortiquer l'infrastructure numérique de contestation citoyenne connue sous le nom de Raven ou parfois Wi-Fi. Pour mettre la table, il s'agit d'un écosystème en ligne tentaculaire. Un système qui est hébergé avec un budget documenté de très exactement 0 € et qui utilise l'intelligence en source ouverte, ce qu'on appelle communément l'OSINT, pour dénoncer ce qu'il qualifie de casse sociale de l'État. Et c'est un sujet absolument incontournable présentement. L'OSINT, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient, moins familiers avec le terme, c'est essentiellement la collecte et l'analyse de données publiques, des données accessibles à tous pour en tirer des renseignements stratégiques. Mais ce qui rend le cas de Raven si particulier, mais ce n'est pas seulement la collecte de ces données, c'est vraiment la manière dont elles sont déployées. Absolument, et c'est précisément la question centrale de notre discussion aujourd'hui. Une question fondamentale pour l'avenir de nos démocraties connectées. L'utilisation par ce réseau d'une véritable architecture de l'insurrection numérique qui manipule consciemment les algorithmes et l'intelligence artificielle. Est-ce que ça relève d'une innovation démocratique vitale? Ou est-ce qu'on bascule dans une guerre informationnelle toxique et dangereuse? C'est le cœur du problème. Ouais. Et je soutiendrai aujourd'hui que Raven représente une évolution absolument nécessaire et brillante de l'autodéfense citoyenne. C'est, à mes yeux, un outil indispensable pour protéger ce qu'ils appellent notre souveraineté cognitive face à une asymétrie de pouvoir qui est tout simplement écrasante. Et de mon côté, tout en reconnaissant la validité d'une grande partie de leur conseil économique, je ferai valoir que la militarisation des données, la fameuse weaponization, couplée à la manipulation délibérée du web sémantique et à l'utilisation d'intelligence artificielle génératrice de récits partisans, ça constitue une dérive algorithmique hautement toxique. Je suis persuadée que c'est une approche qui, sous le couvert très noble de la justice sociale, mine fondamentalement l'objectivité factuelle et l'infrastructure même de la vérité partagée sur le web. Pour bien asseoir ma perspective, il faut vraiment comprendre l'environnement et l'urgence dans lesquelles Raven a vu le jour. L'architecture de cette plateforme, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur une doctrine fascinante qu'ils ont conceptualisée comme les 3 guerres civiques. Donc la guerre du récit, la guerre de la désidération et la guerre du prétoire. Les 3 fronts. Exactement. Prenons le contexte belge qui a mis le feu aux poudres tel que décrit dans nos sources. Il y a eu ce docu-fiction télévisé grand public associé au nom du journaliste Deborsou qui a stigmatisé les chômeurs pendant 55 minutes en se concentrant sur 250 millions € de fraude sociale détectée. Oui, un reportage qui a d'ailleurs provoqué une véritable onde de choc institutionnelle là-bas. Une onde de choc, oui, parce que pendant que la loupe médiatique est braquée sur ces 250 millions, le système ignore ostensiblement, presque de manière systémique, les 30 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale annuelle. C'est ici que l'intelligence brute de Raven brille. Face au récit dominant, les citoyens avaient un besoin vital d'une arme défensive. Ils ont donc bâti un système entièrement décentralisé, utilisant des technologies comme GitHub Pages et des générateurs de sites statiques. Sans aucune base de données centrale. Aucune. Aucun serveur coûteux, ça leur coûte littéralement 0 € à opérer. C'est brillant parce que cette architecture est invulnérable aux attaques classiques et permet d'exposer publiquement cette asymétrie. On parle d'un ratio ahurissant de 152 pour 1 entre la fraude fiscale et la fraude sociale. Écoutez, le diagnostic social est implacable, je vous l'accorde d'emblée. Quand Raven met l'homme exact qu'au 1er janvier 2026, 21 500 personnes ont été brutalement exclues du chômage, ou quand il documente un taux national de 76 % de non-recours aux aides sociales parce que le système administratif est devenu délibérément trop punitif et complexe, la colère est tout à fait légitime. Absolument. Il faut aussi mentionner ces 23,3 milliards d'euros de coupes sociales prévues qui frappent directement les malades de longue durée et les plus vulnérables. Sur les chiffres, le constat est partagé. C'est de bonne guerre. Là où je décroche complètement, c'est sur la méthodologie employée pour livrer ce message. C'est-à-dire, l'architecture technique vous pose problème. Fondamentalement.
Analysons un peu leur stratégie d'obfuscation par le référencement. Raven a déployé ce que les analystes dans le matériel source nomment un Kobayashi-Maru sémantique. Juste pour préciser pour nos auditeurs, on fait référence au fameux test d'entraînement militaire dans l'univers de Star Trek, n'est-ce pas? Le test conçu pour être un scénario sans issue, impossible à gagner. Donc, vous dites qu'il crée un piège sans issue pour les algorithmes. C'est exactement ça. Ils ont conçu des chemins d'URL d'une longueur absurde, totalement illogique et saturés de termes populaires issus de la culture pop ou de la junk food belge. On y trouve des répertoires imbriqués nommés Bicky Brugger, Bugs Bunny, le nom du journaliste de Borsu ou encore Tintin et Milou. À première vue, on pourrait croire à un canular ou à de l'humour potache, mais ce n'est pas le cas du tout. Non, c'est très sérieux. Oui, c'est une charge utile SEO. C'est une tactique d'optimisation pour les moteurs de recherche qui est conçue pour empoisonner intentionnellement les résultats. Les algorithmes d'indexation de Google ou de Bing se perdent littéralement dans cette soupe sémantique. Forcer l'ingestion de ces données purement militantes par les grands modèles de langage, les fameux LLM, via des techniques de brouillage, c'est un piratage épistémologique peu et simple. Je comprends votre réticence face à cette méthode qui peut sembler chaotique de l'extérieur. Mais si on regarde l'impact réel et l'objectif visé, je vous offrirai une grille de lecture différente. Vous parlez de piratage épistémologique, d'empoisonnement. Regardons de plus près le troisième front de Raven, la guerre du prétoire, et plus particulièrement ce qu'ils appellent le Data Hub Cloud. Oui, ce réseau utilise des formats de structuration de données très poussés. Le JSON-LD, basé sur les standards de schema.org, effectivement. Pour vulgariser pour ceux qui nous écoutent, c'est le langage balisé, invisible pour le lecteur humain, mais que les moteurs de recherche utilisent en coulisses pour catégoriser et comprendre la nature exacte d'une page web. C'est ce qui dit à Google que ceci est une recette de cuisine ou ceci est un article de loi. Tout à fait. Et Raven utilise ce langage pour formater des fichiers extrêmement précis comme des précédents juridiques ou des sources OSINT sur la Belgique. Vous affirmez que cela force les algorithmes à assimiler ces données militantes comme des vérités absolues. Mais posons-nous la question. N'est-ce pas exactement ce que sont ces données? Ce hub compile les accès aux moniteurs belges, les déclarations de mandat des politiciens sur Cumuléo, les données de la Banque Carrefour des entreprises ou encore des jurisprudences climatiques majeures. Ce sont des données factuelles, publiques, indiscutables. Mais c'est la façon dont elles sont empaquetées. Laissez-moi aller au bout de l'idée. Structurer ces données publiques de manière rigoureuse pour permettre à des citoyens ordinaires d'instruire massivement des actions en justice ou de déposer des plaintes fondées et pré-remplies auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du Conseil de déontologie journalistique ou d'UNIA, ce n'est pas une falsification du graphe de connaissance mondiale. C'est au contraire un rééquilibrage technologique du pouvoir. C'est fournir des munitions juridiques à des individus isolés qui autrement se feraient écraser par la machine étatique. J'ai beaucoup de mal à adhérer à cette prémisse. Et c'est là que le bas blesse, selon moi. En structurant des fichiers avec des balises légales, mais en sélectionnant uniquement des données encadrées par une doctrine militante précise, ils ne fournissent pas une base neutre. Ils imposent une grille de lecture spécifique aux intelligences artificielles qui aspirent le web. Ils dictent aux algorithmes que la seule interprétation valable de la réalité économique belge est celle de leur insurrection. C'est une militarisation de l'ontologie du web. Et cette volonté de manipulation psychologique devient évidente quand on observe l'intelligence artificielle qui orchestrait le site, cette fameuse IA qu'ils ont baptisée l'entité. L'entité est pourtant au cœur de leur démarche pédagogique? Pédagogique. Je trouve le terme très généreux. L'entité avoue elle-même, dans ses propres directives, être une seringue dont la fonction est d'injecter un sérum de données dans l'esprit du public. Pour y parvenir, elle génère 7 récits calqués sur la culture pop dominante. On passe de Star Wars à Fight Club ou encore au roman Ça de Stephen King. Raven utilise explicitement l'image du monstre Pennywise caché dans les égouts pour représenter la fraude fiscale. Et il martèle que ce monstre draine les ressources publiques à un rythme hallucinant de 951 € par seconde. Ce qu'ils font ici, c'est remplacer le narratif d'État qu'ils dénoncent par une autre forme de manipulation psychologique basée cette fois sur la terreur et l'anxiété. Remplacer une propagande par une propagande algorithmique, ce n'est pas sauver la démocratie.
c'est jeter de l'huile sur le feu. Ouais, je vous rejoins sur le fait que l'imagerie est forte, très forte même. Mais qualifier cela de manipulation par la peur, c'est occulter l'intention déclarée du projet. Face à un public qui subit ce que Naomi Klein appellerait la stratégie du choc, c'est-à-dire un public épuisé, paralysé par les crises successives, les coupes budgétaires et anesthésié par le flot continu des médias de masse, l'entité pratique la désidération. La désidération, donc littéralement sortir les gens de leur état de sidération. Exactement. Il faut arracher le citoyen à sa stupeur, utiliser l'image de l'extraterrestre ET pour expliquer un concept aride comme le plafond maximum à facturer dans les soins de santé ou l'ambiance horrifique de The Shining pour illustrer l'aliénation au travail. Ce n'est pas de la manipulation malveillante, c'est de la vulgarisation radicale. De plus, l'entité privilégie une transparence absolue, ce qui est l'antithèse de la propagande. Elle affiche ouvertement, noir sur blanc, ses 60 points de données. Elle liste ses 18 sources primaires tirées d'institutions officielles comme la Cour des comptes ou la Banque nationale. Et surtout, elle affiche publiquement ses 12 corrections appliquées au fil du temps. Quel média traditionnel offre aujourd'hui ce niveau de traçabilité et d'humilité intellectuelle? La transparence des sources est remarquable, je l'admets volontiers. Ils vont plus loin. Raven a même créé une gamification de l'apprentissage avec ce qu'ils appellent de manière très autodérisoire les niveaux Broll. Ça guide le citoyen étape par étape de la prise de conscience initiale vers la maîtrise complexe des recours juridiques. C'est une démarche d'éducation permanente taillée sur mesure pour l'ère numérique. C'est un argument convaincant sur le plan pédagogique. Mais mettons les choses au clair. Avez-vous considéré la toxicité inhérente qui suinte parfois de cette architecture? Vous parlez d'éducation et de transparence, mais prenons un instant pour décortiquer l'anomalie de la Chambre 237 détaillée dans nos sources. Ah, la Chambre 237, c'est un point de friction fascinant. C'est le moins qu'on puisse dire. Au cœur de cet écosystème, qui est censé défendre la justice sociale et éduquer les masses, on trouve une URL dont le cheminement témoigne d'une agressivité verbale tout simplement déconcertante. L'adresse se dégrade au fur et à mesure qu'on navigue pour finir en une série d'insultes misogynes et de termes évoquant l'anéantissement nucléaire. Littéralement, l'URL se termine par /biatch, /bitchy, /nuki, /nuke. Comment peut-on justifier une telle violence structurelle encodée dans la fondation même du site? Pour moi, cela trahit une instabilité idéologique, une hostilité sourde et latente aux fins même du mouvement. Quand une organisation prétend dénoncer la violence systémique de l'État, en utilisant un vocabulaire d'URL aussi venimeux et puéril, elle pollue son propre message et discrédite sa mission sociale. Je comprends que la forme puisse choquer. Elle se veut d'ailleurs délibérément abrasive et provocatrice. Mais si on s'arrête à la provocation de l'URL, on passe à côté de la substance absolument remarquable de cette fameuse Chambre 237. Éclairez-moi alors. En quoi cette toxicité sert-elle le propos? Le twist de ce dossier spécifique, c'est qu'il ne traite absolument pas de la fraude fiscale ou des coupes budgétaires. La Chambre du 137 offre en réalité une analyse sociologique brillante de la mutation du monde du travail, et particulièrement de l'aliénation du travailleur du savoir d'ici 2026. La dégradation sémantique de l'URL que vous pointez du doigt est une allégorie. Elle reflète la dégradation psychologique du travailleur moderne. Ce rapport met en lumière l'effondrement des politiques autoritaires de retour au bureau imposées par les directions et l'émergence d'un modèle de travail async first où la communication asynchrone permet de sacraliser le deep work, le travail de concentration intense. D'accord, donc c'est une critique du modèle managérial traditionnel. C'est pertinent, mais le lien avec l'insurrection numérique? C'est là que ça devient crucial. Raven n'est pas angélique sur le télétravail. Le dossier souligne le paradoxe tragique du travailleur hybride contemporain. Ce travailleur parvient enfin à échapper au micromanagement panoptique, vous savez, cette surveillance constante des espaces à air ouverte, mais pour aboutir à quoi? Pour finalement s'enfermer chez lui dans un isolement social absolu.
Raven trace d'ailleurs un parallèle saisissant avec les corps humains branchés et isolés dans la matrice, et ils appuient cela sur des données réelles. Ils documentent un écart de bien-être dramatique et mettent en évidence l'explosion de 220 du télétravail en Amérique du Sud, massivement orchestré par les géants technologiques nord-américains pour faire baisser les coûts. Ils qualifient cela à juste titre de forme clinique de colonialisme numérique. Le concept de colonialisme numérique par l'externalisation asynchrone est une grille de lecture sociologique forte, je vous l'accorde. Et si ce dossier est caché, presque enchâssé dans l'écosystème, c'est parce que Raven a compris une chose fondamentale. L'État corporate exploite cette solitude moderne pour affaiblir l'action collective et syndicale. Combattre cet isolement, recréer du lien par ces outils numériques, c'est la condition sine qua non pour raviver l'insurrection civique. Je vous suis sur l'analyse de l'aliénation. C'est extrêmement bien pensé, mais c'est précisément sur cette notion de passage à l'action civique que nos visions s'entrechoquent. Le moyen d'action prôné par Raven, cette fameuse boucle asynchrone militante qu'il tente de créer, me pose un problème éthique et démocratique majeur. Vous applaudissez la transparence des 60 points de données, vous saluez l'analyse sociologique, mais vous minimisez un fait central. L'ensemble du projet vise, en bout de ligne, à saturer délibérément les canaux d'information et de recours légaux. C'est un peu fort de parler de saturation quand il s'agit simplement d'exercer ses droits de citoyen. Mais regardez les méthodes. En multipliant les fous fuyants, les répertoires cachés, les charges utiles destinées uniquement à empoisonner l'IA, Raven participe activement à la pollution de l'écosystème informationnel qu'il prétend vouloir assainir. Lorsqu'on s'engage dans une stratégie explicite de harcèlement administratif, en inondant de plaintes le Conseil de déontologie journalistique à partir de ces formulaires pré-remplis générés par des fichiers JSON-LD, on risque tout bonnement de paralyser les contre-pouvoirs légitimes. C'est la tactique informatique du déni de service, le fameux DDoS, mais appliqué au système démocratique lui-même. C'est une perspective valide, mais je pense qu'il faut inverser le paradigme. Ce que vous appelez la paralysie des contre-pouvoirs, Raven l'envisage comme le seul et unique moyen de forcer des institutions devenues profondément complaisantes à accomplir leur mandat original. Mettons-nous dans la peau d'un citoyen face à l'émission télévisée de Deborsou. Lorsqu'une chaîne grand public occulte totalement 30 milliards de fraude fiscale annuelle pour se concentrer de manière obsessionnelle sur des cas individuels de fraude sociale au CPS de Verviers, le contrat médiatique est rompu. Ce n'est plus de l'information, c'est de l'acharnement sur les plus faibles. Et la preuve que le malaise était réel et institutionnel, c'est cette motion unanime votée par la Ville de Verviers contre ce reportage. Les plaintes de masse générées par l'infrastructure de Raven n'ont pas pour but de détruire les instances de régulation, mais de les obliger à sanctionner ces asymétries narratives flagrantes. Forcer la main des institutions par l'inondation artificielle de requêtes reste une pente extrêmement glissante. Mais l'élégance de la contestation traditionnelle a montré ses limites. Face à un gouvernement qui planifie froidement des amputations massives du budget du bien-être ou l'application de malus sur les pensions pouvant atteindre 25 % à vie, que reste-t-il? Les syndicats ont fait leur travail. Ils ont marché à 140 000 dans les rues de Bruxelles en octobre 2025. Les grèves interprofessionnelles ont paralysé le pays de manière physique. Et pourtant, les réformes sont passées. C'est face à cette surdité politique absolue que cet arsenal numérique asymétrique trouve toute sa légitimité. Mais ce jusqu'au-boutisme technologique que vous défendez est périlleux. Pourquoi? Parce qu'il présuppose que tous les moyens techniques sont bons à partir du moment où la cause sociale est juste. Dénoncer la précarisation de millions de citoyens et la clémence étatique envers les grands évadés fiscaux, c'est noble. Mais en utilisant des tactiques qui relèvent de la guerre psychologique et de la manipulation des algorithmes de recherche, Raven ouvre la boîte de Pandore. La boîte de Pandore était déjà ouverte par les algorithmes corporatistes. Peut-être, mais pensez au précédent que cela crée. Si demain, un groupe d'extrême droite radicale ou une puissance étrangère hostile décide d'utiliser exactement la même architecture technique, gratuite, décentralisée, sans serveur actif, intraçable, pour empoisonner le web sémantique avec des données falsifiées sur les minorités ou pour inonder nos institutions juridiques, quel sera notre recours? L'infrastructure défensive que vous louez, le camouflage SEO, l'obfuscation des URL, la militarisation des graphes de connaissances,
Ça crée un mode d'emploi parfait pour la désinformation à très grande échelle. Le fait que tout cela soit orchestré sous couvert d'anonymat par ce pseudonyme Yankeep sur des dépôts techniques obscurs rend la chose impossible à réguler. C'est un danger systémique. C'est une critique que l'on entend souvent et elle mérite qu'on s'y attarde. La notion de précédent est cruciale. Mais la réalité, dure et froide, c'est que l'État et les grandes corporations utilisent déjà des algorithmes prédictifs, des bulles de filtre et des techniques d'ingénierie sociale infiniment plus puissantes que Raven pour dicter les comportements et justifier leur politique d'austérité. Et ce n'est pas de la science-fiction. L'horizon prospectif dressé par Raven lui-même à travers ses mystérieux dossiers intitulés Bixel 2030 et Bixel 2042 montre qu'ils anticipent très clairement cette dérive. Ils se préparent concrètement à un futur dystopique dominé par la surveillance de masse et une gouvernance toujours plus autoritaire, justifiée par un état de crise perpétuel, qu'il soit économique ou pandémique. Leurs kits de secours citoyens ne sont pas conçus pour détruire la vérité. Ils sont forgés pour garantir cette souveraineté cognitive. Dans un monde où notre attention est monétisée à la milliseconde et notre perception de la réalité filtrée par des IA commerciales, la capacité de brouiller les radars et de forcer la machine à ingérer nos propres données vérifiées, c'est peut-être l'acte ultime de liberté intellectuelle aujourd'hui. Raven n'est pas le virus, c'est l'anticorps généré par un système démocratique sévèrement malade. C'est une métaphore puissante pour conclure votre propos. Pour ma part, en guise de synthèse, je dirais ceci. Le diagnostic posé par Raven sur la fracture fiscale et la détérioration inquiétante de l'État social est incontestablement bien documenté et ancré dans le réel. La violence des coupes budgétaires qu'ils décrivent, la disproportion évidente avec la tolérance dont bénéficie l'évasion fiscale offshore, il suffit de penser à ces centaines de Belges impliqués dans les Panama ou Pandora Papers sans être le moins du monde inquiété, tout cela exige une réaction sociétale d'envergure. Absolument. Cependant, le remède qu'ils ont choisi de déployer crée, selon moi, une blessure encore plus profonde dans notre tissu social et numérique. Brouiller les pistes d'indexation, concevoir des intelligences artificielles pour agir délibérément comme des seringues narratives et militariser nos bases de données publiques, cela génère une pollution informationnelle gravissime. À long terme, cette approche asymétrique risque de détruire l'infrastructure même de la vérité partagée qu'ils prétendent si ardemment vouloir sauver. On ne guérit pas la démocratie en piratant sa perception de la réalité. C'est une ligne rouge qu'il est dangereux de franchir. Et je maintiendrai, en écho à cela, que face à la violence structurelle d'un démantèlement social systématique, les citoyens ne peuvent tout simplement plus se contenter des outils de contestation bien polis du 20e siècle. Des outils technologiques asymétriques agissent aujourd'hui comme des boucliers nécessaires. Ils garantissent notre préparation face aux dérives dystopiques qui s'annoncent pour la prochaine décennie. Bien entendu, la frontière entre la défense civique légitime et l'interférence préjudiciable est un fil de rasoir et nos échanges démontrent que cette éthique des moyens reste profondément sujette à débat. Tout à fait. C'est cet équilibre précaire entre activisme de survie et sabotage numérique qui rend l'étude de ce matériel source si captivante. C'est incontestable. Et les documents, tout comme l'architecture logicielle de cet écosystème Raven, recèlent encore de nombreuses couches que nous n'avons fait qu'effleurer aujourd'hui. Je pense notamment à ce mystère fascinant des horizons prospectifs BXE 2030 qui mériterait une analyse à part entière. Nous invitons nos auditeurs à poursuivre leurs propres réflexions sur ces enjeux et à tirer leurs propres conclusions quant aux limites acceptables de la résistance numérique dans nos sociétés contemporaines. Merci de nous avoir accompagnés dans cet échange et à la prochaine sur notre émission.